Bonjour à tous. On va laisser les dernières personnes s'installer avant de démarrer. En tout cas, merci beaucoup. Très heureux de vous retrouver tous cet après-midi pour la dernière partie de cette deuxième édition de Détour des sciences. Ce matin, on a eu des débats, je pense, assez passionnants sur le rôle de l'environnement, sur notre santé, comment l'environnement peut nous affecter ou même nous faire du bien ou du mal, selon les cas. Qu'il soit l'environnement naturel, l'environnement musical, ou on a parlé aussi beaucoup de l'environnement numérique qui est de plus en plus présent dans nos vies. Cet après-midi, un débat un peu différent, même s'il va être encore question d'interaction entre l'extérieur et l'intérieur de nos organismes, puisqu'on va s'intéresser cet après-midi aux maladies, à la survenue des maladies, des épidémies dans nos sociétés. Je vous rappelle, comme je l'ai fait ce matin, que les débats se passent évidemment ici, en réel, en physique, et on en est évidemment très heureux après en avoir été beaucoup sevré, mais ça se passe aussi sur YouTube, donc tous les débats que vous allez entendre, les conférences, et puis le débat qui va y avoir ensuite peut être suivi en direct sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'université, mais aussi vous pourrez y revenir plus tard, puisque ça restera disponible. Mais ceux qui sont ici, même vous sur YouTube, bien entendu, mais dans la salle, on est évidemment, dans cette partie débat ensuite, très preneur de vos questions, très en attente aussi de la façon dont vous allez pouvoir percevoir tout ce qui sera dit cet après-midi. Et donc surtout, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura des personnes qui seront dans la salle pour vous faire passer des micros. C'est tout le sens, évidemment, de cet événement que de permettre le dialogue entre des scientifiques, des chercheurs et le grand public. Cet après-midi, donc, nous allons voir avec le professeur Patrice Debré, qui est professeur émérite d'immunologie à la Sorbonne et président de l'AFAS, l'Association pour l'avancement des sciences, comment vivent et naissent et également meurent les épidémies, un sujet évidemment éminemment d'actualité que Patrice Debré nous dévoilera tout à l'heure. Nous verrons aussi avec Jérôme Rousselet, vous êtes chercheur en entomologie forestière, et en biologie des populations à l'INRAE du Val-de-Loire. Et on verra avec vous en quoi l'exemple des chenilles processionnaires peut nous éclairer sur nos sociétés à nous. Donc ça sera à la fin, ça sera la dernière des conférences. Mais pour commencer, nous allons commencer avec vous, Olivier Cusneau. Vous êtes directeur de recherche en onco-urologie prédictive à l'Institut universitaire de cancérologie et au Centre d'intelligence artificielle et professeur à la Sorbonne. Et vous allez donc nous expliquer, nous dévoiler quelques éléments sur ce qui compose un modèle prédictif de survenue des cancers. Bien, merci. Bon après-midi à tous. Merci d'être venus physiquement pour participer en fait à ce débat. Donc l'idée un petit peu de vous présenter l'environnement et le cancer, c'était de situer en fait dans une réflexion plus générale, à la limite de philosophie des sciences qui existe depuis longtemps, qui est la causalité, avec la part que peuvent avoir dans la genèse des cancers le hasard, l'environnement et la génétique. Et comment c'est difficile, comme vous allez le voir en fait, de lutter contre certaines idées reçues ou certains raccourcis. Et sur le plan méthodologique, comment est-ce qu'on peut essayer d'attribuer vraiment une cause en fait de l'un de ces facteurs au cancer. Juste pour vous rappeler que donc, le cancer, c'est une maladie qui est malheureusement fréquente. Vous voyez que la probabilité au cours de la vie d'être touché, diagnostiqué pour un cancer, c'est d'environ 40%, avec des variations, évidemment, selon les organes, les plus fréquents étant le côlon, le rectum, le sein, la prostate et le poumon. Certains cancers sont fréquents, mais finalement vont avoir une part de mortalité qui va être finalement moindre que leur importance en termes de diagnostic. Et puis d'autres sont des cancers graves pour lesquels aujourd'hui, même s'ils sont plus rares, le facteur en fait, de progression de la maladie va entraîner une mortalité plus ou moins rapide. Alors, qu'est-ce que le cancer ? Le cancer, déjà, pour essayer d'en définir
L'écho, c'est une maladie génétique, mais génétique au sens où c'est une anomalie génétique qui est acquise au cours d'une cellule, comme on va le voir, et au cours d'une division cellulaire. Et cette cellule, en fait, va transmettre cette anomalie génétique à ces cellules filles. Et la particularité en fait de cette anomalie génétique, c'est qu'elle va être l'initiation en fait d'une autonomie de cette lignée de cellules, de cette population de cellules, qui va devenir à la fois autonome pour sa prolifération, mais également autonome pour aller coloniser d'autres organes dans l'organisme. Vous voyez que cette notion d'anomalie génétique elle est connue maintenant depuis 1914 par ce chercheur qui était Théodore Boveri. Alors, cette anomalie génétique, en fait, c'est un accident de la réplication de l'ADN. C'est que nos cellules, lorsqu'elles se renouvellent à l'intérieur du corps, elles dupliquent leur ADN pour qu'une partie qui aille de façon identique dans une cellule fille et dans une cellule qui permettra elle-même ultérieurement d'assurer ce renouvellement des cellules. S'il se passe au moment de cette réplication, en fait, un bug, en fait, une anomalie génétique, une mutation, eh bien, celle-ci va pouvoir être donc transmise dans les cellules filles de cette cellule. Et si cette anomalie conduit en fait à une prolifération ou à des mécanismes en effet d'invasion, on va avoir une cellule qui va s'autonomiser et générer une population de cellules autonomes. Alors, quels sont les facteurs qui sont à l'origine finalement de cette anomalie génétique? Ces facteurs, en fait, ils sont de manière. On a vu que c'était un bug, une anomalie génétique qui était acquise au cours de cette réplication cellulaire. Cette anomalie génétique, elle peut être due soit à un carcinogène, donc c'est là où on a nos facteurs d'environnement, chimiques, radiation, l'inflammation liée à certaines infections. Ces facteurs, généralement, ils se ramènent à des molécules qui vont pouvoir se lier, par exemple, à l'ADN ou à des virus qui vont pouvoir s'intégrer à l'intérieur de l'ADN de la cellule, ou les radiations donc, qui vont générer des cassures chromosomiques ou de l'ADN. On retrouve ces facteurs, en particulier carcinogènes chimiques, dans différentes situations. Tout le monde connaît le tama, on y reviendra tout à l'heure. Mais ça existe aussi, par exemple, dans des plantes qui vont pouvoir contaminer le sol, comme l'acide aristolochique, qui peut contaminer le sol et générer en fait des cancers, des cancers qui sont retrouvés, par exemple, qui ont été identifiés récemment dans des herbes chinoises qui étaient données plutôt pour le bien-être. Le deuxième mécanisme qui est en face de ce carcinogène, c'est-à-dire qu'il va falloir réparer l'ADN. Donc, lorsque les cellules ont un bug, elles sont capables de réparer en fait ce bug, cette mutation. Si ce système de réparation est défaillant, évidemment, on aura plus de risques de développer ce cancer. Et vous connaissez tous, et on y reviendra, certaines anomalies génétiques qui, cette fois, peuvent être héréditées, où on transmet, en fait, au sein, cette fois, de la famille, un défaut de ces mécanismes de réparation de l'ADN qui favorisent les cancers. C'est, par exemple, le cancer du sein, et tout le monde, comme on le dira tout à l'heure, connaît le cas, par exemple, d'Angelina Jolie, qui est un des exemples médiatisés. Pour que le cancer évolue, il y a bien sûr cette autonomisation à partir de cette anomalie génétique, mais il faut un terrain qui favorise, en fait, la division et la prolifération de ces cellules et leur implantation. Et donc là, il faut un environnement, un micro-environnement favorable, donc qui s'appelle un micro-environnement hormonal en particulier. Vous savez ici, par exemple, pour le cancer du sein et de la prostate, les facteurs hormonaux sont des cancers hormonodépendants, ont besoin de ces hormones pour perpétuer finalement cette anomalie génétique et cette population de cellules. Et puis il y a les défenses de l'organisme. Les défenses de l'organisme, on peut se défendre, reconnaître les cellules tumorales. Bien sûr, si on est immunodéprimé, par exemple si on a un traitement immunosuppresseur, ou on peut être aussi vacciné pour lutter contre le cancer. C'est ce qui a été développé, par exemple, pour prévenir le cancer qui est dû au papillomavirus avec le cancer du col de l'utérus. Alors, quels sont ces acteurs du cancer? En fait, ces acteurs du cancer, ils ont été un petit peu médiatisés en 2015 avec un papier paru dans la revue Science, qui est une revue prestigieuse, qui montrait que, finalement, la probabilité d'avoir un cancer dépendait en fonction des organes, du nombre de cellules souches de cet organe,
et de l'âge, dans le sens où plus vous vieillissez et plus vos cellules sont en renouvellement, plus votre probabilité d'avoir ce bug génétique qui ne soit pas réparé est important et donc va conduire au cancer, et ça de façon assez linéaire, et en fonction des organes, en fait, il y a une prédiction qui est liée à l'âge qui existe, et ça a été médiatisé dans le sens où on disait le cancer, finalement, c'est pas de chance, c'est anomalie. Alors, à côté de ce facteur âge et, entre guillemets, de malchance, on a les facteurs génétiques et les facteurs d'environnement, comme on va le voir, qui vont intervenir. Et donc, vous avez sur ce rond la part ici de l'âge et de la génétique ou de l'environnement. Vous voyez que la partie pas de chance, c'est quand même toute la partie qui est en effet liée à l'âge et à ce bug qui arrive par hasard. Et puis la partie génétique, qui est la partie qu'on hérite évidemment de nos parents, en particulier ces mécanismes de réparation de l'ADN sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Il y a une partie que l'on peut prédire, qui est celle d'exposition à des facteurs d'environnement que l'on connaît comme carcinogènes. Et puis aujourd'hui, on sait analyser la génétique. On peut prédire que certaines personnes vont être plus susceptibles que d'autres de développer un cancer parce que justement leur mécanisme de réparation va être différent. Cette proportion un petit peu, donc, elle détermine un peu ce risque de cancer. Vous avez ici, de façon très schématique, le risque général réparti entre ce qui est lié à l'âge, ce qui est lié à la génétique ou l'environnement. C'est sûr que si vous êtes un gros fumeur, vous allez avoir une empreinte de risque qui va être important vis-à-vis des carcinogènes, donc liés au tabac. Et puis si vous avez un défaut héréditaire de réparation de l'ADN, de la même manière, vous allez avoir un risque. Tout ça, bien sûr, peut se cumuler. Et donc on peut classer aujourd'hui ces grands facteurs de risque en des facteurs qui sont héréditaires, des défauts majeurs de la réparation ADN qui se transmettent dans les familles, mais aussi des facteurs génétiques qui sont moins importants et qui sont en fait une combinaison de petits facteurs génétiques multiples. En général, il y a une centaine de variants génétiques qui peuvent se combiner, qu'on hérite à la fois du père et de la mère, et qui, en fait, viennent aussi de notre histoire en termes de population, qui explique ces différences de susceptibilité au cancer à travers les différentes populations du monde, indépendamment, bien sûr, de l'environnement. Et puis à côté, il y a l'environnement, avec des facteurs qui sont des facteurs avec des carcinogènes qui sont aujourd'hui reconnus ou supposés, et puis un environnement aussi socio-culturel qui peut être important dans la genèse de ces cancers, mais pas forcément causal, mais qui peut être un facteur favorisant, ou ne serait-ce que dans l'accès particulier aux soins sur la gravité de la maladie. Alors cette interaction entre les gènes et l'environnement, comme vous le voyez, elle peut se faire à différents niveaux, et la génétique, elle fixe un petit peu le cadre. J'ai pris l'exemple ici du nanisme. Vous avez un nanisme d'achondroplasie, comme celui de Mimimati. Que vous soyez bien alimenté ou pas, en fait, vous allez avoir un nanisme, vous allez être petit. Si votre ADN est normal, si on vous met en restriction alimentaire, en cas de famine, vous n'allez pas bien grandir, et donc vous serez aussi plus petit. Par contre, si évidemment vous êtes bien alimenté avec aucune anomalie génétique, vous aurez la plénitude de votre taille normale. Alors, quels sont les facteurs génétiques? Les facteurs génétiques qui sont différents pour les cancers. Certains cancers, le sein ou la prostate, ont des facteurs génétiques qui sont bien présents, le côlon également, et puis il y a des facteurs, comme par exemple le poumon ou la vessie pour ces cancers, où les facteurs génétiques sont différents. Donc ça a été étudié à travers les analyses du génome, mais aussi en comparant les jumeaux, en fait, au cours de leur vie. Donc deux types d'hérédité, une hérédité avec la transmission rare d'un défaut de réparation de l'ADN, avec des familles à cancer qui sont rares, et puis une hérédité qu'on appelle polygénique, comme je l'ai dit, différents facteurs qu'on hérite à la fois du père et de la mère, qui font un risque graduel et qui ramènent un petit peu, comme la distribution de la taille dans la population, un risque de cancer, un petit peu sous la forme d'une courbe de Gauss. Les facteurs d'environnement, ces facteurs d'environnement, en fait, on les appelle aussi mésologiques. Mésologique, c'est la relation avec l'environnement, mais aussi les facteurs socio-culturels. Donc vous avez sur le site de l'Institut national du cancer la proportion un petit peu attribuable aux différents facteurs environnementaux qui peuvent être à l'origine ou associés au cancer. Et ce terme d'association, il est très important à avoir. Vous voyez que le tabac vient en première ligne et que vous avez ces différents facteurs qui sont existants, que vous pouvez consulter. Alors on parle ici d'association, c'est-à-dire que ce sont des études qui recherchent l'association entre le cancer et
certains facteurs, comme ici par exemple l'exercice physique, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité direct. C'est un petit peu une remarque que l'on fait d'association et qui permet souvent de débobiner en fait un fil qui permet d'aller rechercher la véritable cause. Vous voyez ici par exemple l'exercice physique, par exemple pour la prostate, finalement il y a un léger souriceau au fait de l'exercice physique, ce qui n'est pas dans l'habituel de tous les cancers, et que le mélanome, par exemple, c'est de la même manière. Cette étude, elle a été faite particulièrement en Australie. Les gens qui font beaucoup de sport sont plus exposés au soleil et probablement font plus de mélanome parce qu'ils font de l'exercice physique en dehors en étant bien exposés au soleil. Vous voyez ici, on a un petit peu la même chose pour la surcharge pondérale. Surcharge pondérale, on sait que c'est un facteur, par exemple, pour le cancer en particulier du rein, dans mon domaine, qui est important. Le tabac, cette fois on y reviendra, c'est un facteur qui est maintenant bien connu, et l'alcool également pour certains cancers, bien sûr le cancer du foie ou les cancers ORL. L'exposition à des facteurs environnementaux de type en population agricole, donc aussi a été étudié. Là encore, ce sont des facteurs qui sont débattus car il y a différentes situations. Le fait d'être en situation agricole peut exposer à des facteurs confondants vis-à-vis de certains pesticides qui ne sont pas forcément directement appliqués dans la geste du cancer. Et puis des facteurs bactériologiques ou virologiques. On connaît pour l'estomac Helicobacter pylori, qui favorise le cancer de l'estomac, ou les cancers liés aux hépatites ou au papillomavirus, hépatite pour le foie, et papillomavirus pour le col de l'utérus. Donc une interaction entre ces différents facteurs, et vous trouvez sur les sites des instituts du cancer, en fait, ces différents facteurs et la part que l'on pourrait réduire en termes de risque. Vous voyez que la plupart des institutions considèrent que l'on peut réduire 404 cancers sur 10 avec l'application en fait, de ces restrictions vis-à-vis de facteurs potentiellement carcinogènes. Alors, quelles sont les vraies causes du cancer? Donc là, on arrive sur une problématique de débat entre l'association et causalité. On a vu qu'il y avait des facteurs qui étaient associés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des facteurs qui sont causaux. Et quand un facteur associé peut prédire quelque chose, mais sans être causal. L'exemple qui est caricatural, c'est-à-dire que si vous voyez des gens avec des parapluies dans la rue, ça prédit probablement qu'il pleut. Mais ce n'est pas en ouvrant votre parapluie que vous allez faire pleuvoir. Donc, quelle méthode on a en épidémiologie? En épidémiologie, on essaye de façon observationnelle, donc en observant des malades et des non-malades, et puis de regarder s'ils ont les facteurs ou pas d'exposition que l'on recherche. Ça s'appelle les études cas témoins. Ce sont des études qui sont souvent critiquables, elles sont en vie réelle, car on ne peut pas bien sûr faire des études qu'on appelle randomisées cliniques. On ne peut pas donner un facteur supposé carcinogène à quelqu'un en tirant au sort par rapport à un autre. Évidemment, ce ne serait pas éthique. Donc, on est obligé d'observer ce qui se passe en fonction de l'exposition ou de la non-exposition. Et la deuxième manière, qui a l'inconvénient d'être très longue en durée, c'est cette fois de regarder les gens qui sont exposés ou non exposés, puis de les suivre dans le temps, qui est plus performant et moins critiquable que l'étude cas témoins. Ces études en vie réelle liées aux facteurs d'environnement, elles sont soumises à des biais qui sont connus, mais qui sont toujours présents. Un des exemples classiques qui a même été médiatisé au départ, qui est ce biais de sélection. Si vous sélectionnez certaines populations sur un critère précis, uniquement les agriculteurs, et ici les gens qui étaient hospitalisés, par exemple, vous allez pouvoir générer en fait une association qui est fausse entre deux facteurs. Et le fait que le tabac protège du Covid avait été publié, puis ça a été retiré, parce qu'il répond à un biais pourtant très bien connu, qui est le biais de Bergson, un biais de sélection. De la même manière, vous pouvez avoir le biais des survivants, qui est le fait d'observer quelque chose. C'était lié à un statisticien Val qui, pendant la guerre, a démontré qu'en fait, il était idiot de protéger les avions à l'arrière, puisque tous les avions qui rentraient étaient criblés de balles, sauf à l'avant. Donc, il avait été proposé de renforcer l'arrière des avions. En fait, pourquoi est-ce que les avions n'étaient pas touchés à l'avant? Parce que ceux qui étaient touchés à l'avant ne rentraient jamais, en fait, à la base. Et finalement, c'est l'avant de l'avion qu'il fallait protéger. Donc, vous voyez, pour avoir une cause qui soit définie, il y a les associations. Mais les associations sont insuffisantes sur le plan statistique. Il faut avoir un mécanisme et puis souvent plusieurs études, et en particulier des études de cohorte.
Cette causalité, aujourd'hui, elle est approchée, et approchée aussi, comme elle est difficile, avec des techniques d'intelligence artificielle. Et elle a fait l'objet, en fait, de systèmes aujourd'hui qui essayent de répondre à des questions purement humaines. Le premier niveau, c'est celui associatif qu'on vient de voir, qui associe statistiquement deux choses, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une cause, et qui essaye d'approcher ce système en disant que se passerait-il si je suis exposé, en fait, à ce facteur, par exemple, ou encore mieux, qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas été exposé, en fait, à ce facteur. Donc, un auteur qui a eu le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique, qui s'appelle Judea Pearl, s'est approché de ces systèmes en fait algorithmiques, et il rejoint un autre prix Nobel qui est celui de Kahneman, qui a fait un petit peu un travail identique sur la réflexion logique en fait au niveau humain. L'exemple du cancer du poumon, elle est intéressante pour terminer sur cela, puisque vous voyez qu'en 1938, en fait, il y avait des publicités, et le tabac était plutôt considéré comme un facteur au départ médicinal, c'était un petit peu comme les huiles essentielles aujourd'hui, est devenu un facteur de plaisir, alors qu'il y avait d'autres facteurs, vous voyez, qui sur le plan du travail étaient reconnus. Et puis, il y a eu les Allemands, en particulier donc, la chancellerie d'Hitler, qui a lancé tout un programme pour des raisons idéologiques de corps sains, aussi pour, comme vous voyez ici, pour renforcer l'identification en fait entre les fascistes qui étaient tous non-fumeurs au commandement et Churchill, Staline, entre autres, et Roosevelt qui étaient de gros fumeurs. Et ces études en fait ont montré qu'il y avait un effet toxique, carcinogène du tabac pour le poumon, mais ça a été écarté. Et puis les grands scientifiques de l'époque, Bergson aux États-Unis, qui était un des pontes des statistiques, Fischer en Angleterre, qui est un pont des statistiques, qui était dans les commissions, n'ont, eux, jamais cru à ces études et aux études qui avaient été même faites dans leur pays vis-à-vis du tabac, et se sont toujours opposés, en fait, à cette reconnaissance du lien entre le cancer du tabac et le cancer du poumon. Il a fallu attendre 1954 pour que deux médecins, en fait, en observant une cohorte de médecins eux-mêmes, environ 30 000 qui étaient exposés ou non au tabac, ont permis que, entre guillemets, les autorités de l'époque en Angleterre lancent un programme de recherche, d'ailleurs financé par l'industrie du tabac, et que l'on suspecte vraiment le cancer du poumon comme lié au tabac. En France, vous savez qu'il a fallu attendre 1976 pour que la première loi soit en fait faite. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce que l'on perçoit en fait, des facteurs, elle dépend aussi de notre environnement en termes de communication. Je pense que si ce que vous percevez et le risque réel que vous avez ici peut être déformé. Grâce à Angela Joly, on sait que le cancer du sein a une forte part génétique. On sous-estime peut-être les facteurs d'environnement. On sait aujourd'hui que pour le poumon, l'environnement et le tabac sont en effet certains. Par exemple, pour la prostate, on surestime beaucoup les facteurs d'environnement par rapport aux facteurs génétiques. Dans ce qui était en fait aussi étudié dans la perception, il faut savoir ce que les gens pensent en fait. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis de certains facteurs, entre guillemets, d'environnement, on va dire, toxiques, en fait, ils croient relativement peu leurs médecins, ils croient plutôt les agences sanitaires et scientifiques et les chercheurs. Donc, cette étude, elle vaut évidemment ce qu'elle vaut, mais vous voyez, en fait, cette disparité selon les sources d'information. Et aujourd'hui, et je terminerai sur ça, on est dans une situation un petit peu où cette notion de causalité ou d'association, en fait, elle est empreinte à la fois de science politique, de ce que la politique décide et met en avant. Elle est souvent associée aussi à une science du journalisme et des médias qui peuvent mettre en avant en fait, des facteurs parce qu'ils font un petit peu le scoop. Vous savez, quand cette notion entre le lien tabagisme et Covid, par exemple, le tabac protégeant du Covid est sorti, ça fait un petit peu le buzz, alors qu'évidemment c'était faux. Et puis la véritable science médicale, et ces trois facteurs sont associés, peuvent évoluer dans le temps. Et on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'épidémiologie politique. Vous voyez, ce processus, en fait, qui est relatif à l'utilisation de l'information et aux données statistiques, aux chiffres, donc à partir des études épidémiologiques, pour, évidemment, présenter
un risque ou pour prendre même des décisions politiques sur ces facteurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Cusneau, pour cette démonstration.